À la une de ce journal, après la conférence des partis au Canada de décembre 2022 sur la biodiversité, un atelier régional de formation est organisé à Abidjan en vue de présenter les engagements pris lors de cette conférence. On parlera également de l'examen des réformes communautaires et des dispositifs nationaux de coordination des opérations pour assurer la sécurité des transports en mer. Madame, Monsieur, merci de suivre le journal. Bienvenue. Nous démarrons avec l'atelier régional de formation sur le support méthodologique pour l'intégration de la biodiversité. La Côte d'Ivoire accueille cet événement de 3 jours depuis ce mardi. Il est organisé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette rencontre des pays francophones a pour objectif de présenter les engagements pris lors de la conférence des partis à Montréal au Canada sur la biodiversité qui a pour enjeu majeur la préservation de la biodiversité de 30%. Pierre Tebeu et Richard Akeke. 27 pays francophones sont réunis à Abidjan depuis ce 30 mai pour l'élaboration du support méthodologique pour l'intégration du cadre de la biodiversité. Le cadre mondial pour la biodiversité adopté en décembre 2022 à Montréal au Canada représente une opportunité cruciale d'inverser la destruction de l'environnement et la perte catastrophique de biodiversité. Son engagement principal est de préserver 30% des terres et des mers d'ici 2030. Le fait même qu'un accord ait été conclu est déjà remarquable. À certains moments, cela semblait improbable. Un engagement qui sonne comme un défi pour les pays francophones réunis à Abidjan qui doivent élaborer les techniques et méthodologies de suivi de cet accord. Le rapport méthodologique vise à revoir ensemble quels sont les engagements qui ont été pris par les pays à l'international, quelles sont les méthodologies, quels sont les outils, quelles sont les informations pertinentes à prendre en compte pour pouvoir réussir un processus national qui prend en compte les acteurs des administrations publiques, du secteur privé, de la société civile, de sorte que chaque pays puisse réaliser chaque cible qui a été identifiée au niveau international, notamment préserver 30% des terres, 30% des eaux, utiliser durablement la biodiversité. En ouvrant cet atelier régional de formation, le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable a situé les enjeux de la rencontre pour les pays francophones. Le monde entier s'est engagé à préserver d'ici 2030 30% de sa biodiversité et de relever le défi de la mobilisation donc de financement pour une gestion durable de la biodiversité. Les pays du Sud ont besoin d'un soutien financier approprié pour pouvoir jouer leur rôle, d'où la présence de nombreux partenaires financiers qui ont décidé d'accompagner ce projet. Notre rôle, c'est de soutenir financièrement les pays à mettre en œuvre ces conventions. Et notre rôle est assez crucial en cette période post-adoption d'un accord historique à la COP15 de la diversité biologique pour vraiment permettre aux pays de mettre en œuvre rapidement les objectifs ambitieux qui se sont assignés pour 2030. Aucun objectif mondial en matière de biodiversité n'a jamais été atteint et si l'on veut briser ce triste record, il faudra également, en plus du financement, un suivi efficace du plaidoyer de la société civile et du leadership des États riches en biodiversité. Il faut aller vite pour atteindre les objectifs. Cet atelier régional de formation sur le support méthodologique pour l'intégration du cadre mondial de la biodiversité se termine le 1er juin prochain avec une opération de planting d'arbres dans la commune de Songon. Le comité régional de coordination des opérations de recherche et sauvetage en mer de l'espace UEMOA était en réunion ce mardi à Abidjan. Au cœur de la rencontre, l'examen des réformes communautaires et des dispositifs nationaux de coordination des opérations pour assurer la sécurité des transports en mer. À l'initiative de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la cérémonie d'ouverture des échanges a été marquée par la présence des experts de la sous-région, nous disent Zeynab Dosso et Tima Traoré. Pour la sécurité des transports par voie d'eau dans l'espace UEMOA, les experts acteurs des affaires maritimes
mutualisent leurs efforts pour accroître les performances des réformes mises en place. Cette réunion du comité régional de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer en est la preuve. Ils se sont réunis pour examiner les dispositions relatives à la mise en place des réformes communautaires et des dispositifs nationaux de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer, et ce à travers le plan SAR, plan de recherche et de sauvetage. C'est le lieu de saluer les efforts constants de vos États respectifs en vue du développement harmonieux du secteur maritime régional. Les points inscrits à l'ordre du jour de la présente réunion de votre comité vous permettront de discuter des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des plans d'intervention préventive et curative en cas d'éventuels incidents ou accidents en mer ou dans nos cours d'eau navigables. En Côte d'Ivoire, les avancées sont remarquables. Le 29 janvier 2020, le gouvernement a pris un décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des services SAR pour tenir compte des réformes communautaires. En témoigne Colonel Kwaku Aya Koulibaly, représentante du ministre des Transports Amadou Koné. C'est pourquoi ce rendez-vous, en dehors de son caractère d'échange et d'analyse intellectuelle, doit aller plus loin pour apporter des réponses hardies et innovantes à la réalisation, dans les meilleurs délais, des objectifs fixés par la Commission. Pour rappel, la Côte d'Ivoire accueille la réunion du comité de coordination des opérations de recherche et sauvetage en mer pour la 3e fois, après celle de 2015 et 2019. La commission de l'UEMOA, initiatrice de cette réunion, attend avec intérêt les conclusions de cette session 2023 au bout des 4 jours d'échange. Le syndicat national des loueurs de véhicules de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale extraordinaire récemment. Au cours de cette assemblée, vu les nouveaux enjeux et après amendement des statuts et règlements intérieurs, le syndicat s'est transformé en union patronale des loueurs de véhicules de Côte d'Ivoire. Encore Diego de Silva, commenté par Michel Brou. C'est un nouveau départ pour les loueurs de véhicules de Côte d'Ivoire. En lieu et place du syndicat national, il faudra désormais dire l'union patronale des loueurs de véhicules. Un changement amorcé à l'occasion de cette assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale extraordinaire va nous permettre de faire le toilettage de nos statuts et règlements intérieurs et le changement du nom de notre association, tout simplement parce qu'on va partir de syndicat. Nous allons trouver pendant les travaux le nom idoine. À l'occasion de l'Assemblée générale des loueurs de véhicules de Côte d'Ivoire, et je suis là pour soutenir toute cette économie, pour soutenir tous ces directeurs généraux qui font beaucoup pour la Côte d'Ivoire en matière d'économie, de création d'emplois, mais aussi de croissance. Et c'est avec les loueurs de véhicules que nous pourrons, avec tout le monde bien sûr, mais particulièrement avec des loueurs de véhicules. Et je voudrais, au nom de M. Sianou Fofana, les inviter à sortir de l'informel. Il faut dire que cette tractation, c'est pour répondre aux besoins de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, l'Union patronale des loueurs de véhicules veut apporter sa contribution à la réussite de la fête. Notons que le secteur du tourisme contribuait à hauteur de 5,3% dans le PIB de la Côte d'Ivoire avant la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, le pays ambitionne d'atteindre la barre des 10% avec l'appui de l'Union patronale des loueurs de véhicules de Côte d'Ivoire. Et rendons-nous à Tomono. Plus de 400 millions investis pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Ce montant permettra de financer 1000 hectares de maïs hybride. Notre reporter Thio Chang nous donne les images d'une campagne d'espoir. Kanyene, ville située à 30 km de Mankono, chef-lieu de la région du Béré, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette localité qu'a eu lieu le lancement officiel du projet Maïs Hybride. Et c'est la COP-CAVICA sous l'autorité de son conseil d'administration. Un lancement en présence des autorités politiques, administratives et coutumières, mais également les techniciens pour l'encadrement, notamment les responsables de l'ANADER et la direction régionale de l'agriculture. Nous avons
une période où nous n'avons pas d'activité. Donc il faut profiter à cette période-là pour mettre des stratégies en place pour pouvoir mettre les occuper les producteurs. Aujourd'hui, c'est la vraie maïs. Ce qui nous pousse, c'est notre ADN. L'ADN d'avance, c'est d'aller toucher et ramener toutes les personnes qui sont en dehors du système classique. Ce projet vient réduire considérablement et rapidement le taux de pauvreté et du chômage des populations. Le maïs que nous présentons, c'est un maïs hybride. Alors, qui dit hybride parle de maïs à haut rendement. Visiblement heureux, plusieurs paysans ont marqué leur adhésion pour l'objectif final de 1000 hectares de maïs hybride à réaliser dans la région du Béret. Et dernièrement, se sont tenues à Boaké les Journées internationales de l'entrepreneuriat des femmes africaines. En tant qu'entreprise citoyenne, Challenge Immobilier International a pris part à cet événement de valorisation du potentiel féminin. Aux côtés des femmes et des initiateurs des JFA, Chiminter a fait part de son expertise d'aménageur foncier, de promoteur immobilier dans le BTP. Emmanuel Bonzo. L'entreprise Challenge Immobilier International a pris part aux Journées internationales de l'entrepreneuriat des femmes africaines, JFA, à Boaké. Un stand dressé, Chiminter a permis aux participants à majorité féminine de découvrir son expertise d'aménageur foncier, de promoteur immobilier et des BTP. Aux visiteurs, l'entreprise a présenté ses offres d'acquisition de maisons et de terrain. Elle a dévoilé ses projets en cours et ceux déjà réalisés, ce qui bien évidemment a séduit les visiteurs. J'ai trouvé les offres un peu bien parce que ça nous permet, nous autres qui nous débrouillons, de quand même avoir des faveurs, de quand même avoir des moyens de pouvoir avoir une maison, un toit de main. Surtout avec le géobéton, c'est quelque chose qui nous rappelle l'authenticité de nos villages et tout ça. Donc moi je pense que c'est quelque chose, il faut que tout le monde s'intéresse à ça pour qu'on puisse un jour avoir des maisons bien frais. Dédiées aux femmes entrepreneurs, les JFA ont été une occasion pour celles-ci de se faire valoir à travers leurs activités. À cet effet, Chiminter a misé sur les femmes de son entreprise pour marquer une présence à cet événement. Elles sont en effet allées au contact des populations pour faire connaître Challenge Immobilier International qui a une représentation dans la région de Béquet. Chiminter est en phase avec l'entrepreneuriat de la femme dans la mesure où Chiminter finance beaucoup de projets de femmes, que ce soit au plan individuel qu'au plan collectif. Donc toute femme désireuse de s'investir véritablement dans l'entrepreneuriat peut déjà compter sur Chiminter. J'exhorte vraiment les femmes à venir investir, pas seulement les femmes, mais comme on parle aujourd'hui des femmes, c'est pour cela. Mais j'exhorte tout le monde à venir investir dans le projet de lotissement parce que c'est à moins coût. Vous avez votre terrain au bout de un an et demi avec un ACD global. Les JFA 2023 à Boaké ont donc permis une fois de plus à Chiminter de montrer qu'elle est une entreprise citoyenne, mais surtout promouvoir ses valeurs et ambitions dans le domaine foncier, immobilier et des BTP. Et à Divo, le secrétaire général national du syndicat pour la révalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire a présenté aux délégués régionaux de Djibois leur nouveau partenaire. Le syndicat entend avec ce partenaire financier outiller ses membres dans la perspective de la révalorisation des conditions de travail et de vie des producteurs de Côte d'Ivoire. Jonas Zagoki. Il se nomme Émile Bérémongo, analyste financier. Il est rwandais. C'est lui le désormais partenaire financier du SINAREPSI. Valentin Koulaï, secrétaire général national du syndicat national pour la revalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, l'a présenté aux délégués des planteurs de la région du Lodibois. Avec les délégués des planteurs, c'est une parcelle de cacao dans le village de Djidjidou qui a été visitée. Objectif, apprécier les conditions de travail des planteurs et améliorer leurs conditions de vie et de travail. Nous sommes ici dans une plantation de cacao, oui, parce que le partenaire Émile a bien voulu comprendre la chaîne des valeurs au niveau du cacao. Nous, les planteurs, nous avons un syndicat qui peut revendiquer nos droits afin que ce que nous faisons puisse avancer. Donc vraiment, tout ce qu'ils ont dit là, en tout cas, ça me bat pas au corps. Parce qu'on a été l'un des piliers, ou bien on a été des gens des piliers pour pouvoir fonder, ou bien, comme on appelle, créer le SINAREPSI en question.
Donc, selon les différentes interventions générales, déjà, ça me va droit au cœur. Cette visite du partenaire financier participera sans doute à la revalorisation des prix des produits agricoles. Une occasion certainement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des planteurs du syndicat national pour la revalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, SINAREPSI. La cohésion sociale, l'évier du développement, est au cœur des préoccupations de Taou Loge, cadre du village de Siba-Sis dans la commune de Bangolo. C'est dans cette optique qu'il a organisé 3 ans plus tôt des rencontres et tournois de football dédiés à la réconciliation et l'unité. Il a remis le couvercle cette année en organisant à Bangoloka, village de la dite commune, une grande manifestation en faveur du développement. Fils et filles du département de Bangolo, population dans leur diversité. En tout, plus de 23 villages ont participé à cette cérémonie placée sous le signe de la consolidation de la cohésion sociale et du vivre ensemble, préalable à tout développement durable. Comme il fallait s'y attendre, Taou Loge, initiateur et parrain de la cérémonie, a relevé l'importance du développement économique à travers la revalorisation de la culture, la réalisation d'infrastructures socio-économiques contribuant ainsi au bien-être des populations. Désordre budgétaire, désordre social, qui entraîne d'autres désordres dans la vie comme dans les lieux de vie, à l'école, à l'hôpital, dans les villages. C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui, chère population de Bangolo, pour vous proposer un nouveau contrat social en rupture avec l'ordre ancien. L'initiateur de ce rassemblement a également invité les cadres de la région à plus d'actions pour le développement de Bangolo. Été érigé en commune en 1984, avec pour premier maire Oula Maurice Séraphin. Et mon père, mon géniteur, Germain Taou, fut conseiller municipal. C'est pour vous dire que j'ai assisté à l'évolution de Bangolo et j'ai mal. Cette cérémonie éminemment festive a été animée par des prestations d'artistes et des danseurs du terroir. Et c'est ici que s'achève l'édition de l'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.